Depuis toujours, l'homme se bat partout, sous tous les climats, de toutes les manières possibles. Mais certains espaces, particulièrement inhospitaliers, ont privilégié d'une paix toute relative. Vous pensez peut-être au désert ou aux profondes jungles, mais c'est également le cas des montagnes. Communication quasi impossible, méconnaissance du milieu naturel, dangerosité et imprévisibilité incessante, difficulté de s'y déployer, pauvreté des ressources sur les lieux, bref, autant de raisons de ce discrédit. La montagne est longtemps plutôt un point de passage pour atteindre l'adversaire par surprise. Demandez à Hannibal, Charlemagne, François Ier ou même à Napoléon. Pour se défendre, on se contente donc de construire des fortifications sur les débouchés alpins. Mais doucement, à partir du XVIIe siècle, les choses vont évoluer, avec de nouveaux équipements et connaissances, et ce, jusqu'à la fin du XIXe siècle, et l'apparition en France des premières troupes de montagne spécialisées permanentes. Au XXe siècle, elles sont associées aux deux guerres mondiales, et nous sommes aujourd'hui devant une troupe d'élite professionnalisée qui fait face à de nouveaux défis. C'est peu dire que les Alpins bénéficient d'une aura patinée par le temps, que peut-être seuls les marins peuvent partager. Ils possèdent tous deux un couvre-chef insigne reconnaissable de très loin. Pompon rouge d'un côté, le Bachi, Tarte de l'autre. C'est bien des hommes parcourant nos sommets dont nous allons parler aujourd'hui. Avant de commencer, laissez-moi vous parler du sponsor de la vidéo, les éditions Phoenix. Vous souhaitez découvrir ou redécouvrir l'épopée des grands noms qui ont fait l'histoire de France, de Charlemagne à Napoléon, qui ont d'ailleurs été parmi les premiers à dompter les montagnes de l'Europe pour surprendre leur adversaire, les éditions Phoenix sauront vous satisfaire. Découvrez un catalogue complet d'œuvres anciennes sélectionnées sur mesure pour redécouvrir cette histoire de France. Lisez le Charlemagne d'Arthur Kleinklotz afin de découvrir la vie de l'homme qui avait su dompter en son temps les montagnes européennes. Ou si vous préférez le Soleil de l'Orient, vous pouvez vous tourner vers leur dernière sortie en date, l'épopée des croisades de René Grousset. C'est dans un format royal, avec couverture cartonnée et dorure imprimée, que vous pourrez lire ou offrir ces très beaux ouvrages, pour une lecture d'été par exemple. De plus, tous les produits sont fabriqués en France et 50% des bénéfices sont reversés à une fondation qui œuvre pour la conservation de notre patrimoine. Grâce au code AV, obtenez 5% de réduction sur tout le catalogue. Bonne vidéo et bonne lecture avec les éditions Phoenix. Le premier franchissement de montagne dont nous possédons le récit est celui d'Hannibal en 218 avant notre ère, grâce au récit de l'historien grec Polybe. Son récit reste assez imprécis, mais ses indications permettent tout de même de tracer un itinéraire approximatif. La traversée des Alpes aurait duré 2 semaines, et cet exploit aurait eu lieu fin octobre. En plus des rudes conditions, Hannibal va devoir faire face aux tribus gauloises hostiles, notamment les Allobroges. Le combat opposant les deux adversaires est sans doute le plus ancien affrontement en montagne dont le récit nous est parvenu. Le combat aurait eu lieu au début de l'ascension. L'historien nous précise que les Allobroges garnissent les crêtes pour barrer la route aux troupes d'Hannibal. Cependant, à la nuit tombée, les Celtes délaissent leur inexpugnable hauteur pour s'abriter dans la cité voisine, sûrement les mêmes qu'Oum, futur Chambéry. La supériorité tactique du général carthaginois fait le reste. Il feint de s'installer au pied de l'obstacle en allumant des grands feux et en y laissant une partie importante de son expédition. Il prend alors ses meilleurs soldats qu'il équipe à la légère et s'avance de nuit à travers les défilés. Le lendemain, alors que les Allobroges tentent d'attaquer la masse carthaginoise, Hannibal et ses troupes légères surgissent des hauteurs et prennent à revers les assaillants et les massacrent. Ce combat, en terrain délicat, nous livre une première leçon. Celui qui tient les hauteurs tient ses contrebas. Si nous allons plus loin dans l'histoire, le XVIIIe siècle sera une véritable période de transition et de transformation dans l'art militaire.
On délaisse la guerre menée à la pointe du compas pour des batailles où le mouvement et l'esprit offensif renaissent de leurs cendres. L'apparition de la baïonnette à douille en 1686, la généralisation du chien à silex à partir de 1715, assurant une cadence de tir de 3 coups minutes au fusil, l'allègement et la standardisation de l'artillerie jusqu'au système Gribeauval en 1765, et enfin les premières véritables cartes précises dédiées aux montagnes, jusque-là délaissées et identifiées sans souci de réalisme. Tant d'éléments qui vont accompagner une révolution dans le domaine tactique avec l'assouplissement de la manœuvre et l'apparition du principe divisionnaire où les troupes sont plus autonomes. À partir des premières batailles impressionnantes à plus de 2000 mètres d'altitude durant la guerre de succession d'Autriche, les stratèges ont désormais les moyens de combattre en montagne, et les meilleurs d'entre eux vont s'y essayer. Catinat, Berwick, le prince Eugène, Bourset, ou bien sûr Bonaparte. En septembre 1792, les armées révolutionnaires envahissent la Savoie et Nice, possession du roi de Sardaigne. Elles vont cependant être stoppées sur la crête des Alpes par des moyens très réduits. L'arrivée de Bonaparte et la réorganisation de ses troupes vont changer la donne. En 1793, les hommes du général Brunet s'épuisent en vaine attaque pour forcer le verrou du massif de l'Authion, dominant de 1600 mètres la vallée. Un an plus tard, c'est un autre général, Sarret, qui meurt en tentant un assaut avec 2000 hommes sur le mont Froid, clé du mont Cenis, qui culmine à 2822 mètres. Les Piémontais tiennent bon en se basant sur les hauteurs. Il va falloir attendre Bonaparte, qui, au printemps 1796, après 12 jours de campagne et 7 batailles, va battre ses adversaires un par un. Il met en pratique l'art de la guerre alpine que lui a enseigné Bourset. Il apprend à respecter l'inexpugnabilité des positions aménagées en hauteur et préfère faire appliquer une règle d'or du combat de montagne, débusquer ou faire sortir le défenseur de sa tanière. À partir du milieu du XIXe siècle, l'Europe se divise de plus en plus entre de très puissants États-nations. Et là, vous le voyez venir, si on regarde bien, les montagnes se retrouvent de facto des frontières géologiques entre ces géants prêts à en découdre. Et par conséquent, forcément, des zones de combat privilégiées, et les seules portes d'entrée d'un voisin à l'autre. Il devient donc de plus en plus évident que posséder des troupes militaires spécialisées dans le combat en milieu alpin est nécessaire. Prenons l'Italie par exemple. Tout juste unifiée en 1861, le jeune royaume va se retrouver en conflit avec ses puissants voisins, la France, l'Autriche, les États balkaniques. Et ces pays vont se doter de troupes capables de combattre sur ces frontières en altitude. L'Autriche s'est par exemple dotée de 12 bataillons de chasseurs tyroliens. En 1872, l'Italie fait de même en créant le corps des Alpini, la plus ancienne unité de combat en montagne encore active, et rejoint en 1882 la Triplice avec le Reich allemand et l'Autriche-Hongrie. La France se sent menacée. L'ombre plane sur les Alpes. Dès 1879, sous l'impulsion du député Cézanne, fondateur du Club alpin français, l'armée française va commencer à vouloir spécialiser ses troupes stationnées dans les Alpes. Les lois des 24 et 28 décembre 1888 institutionnalisent les troupes de montagne en désignant 12 bataillons de chasseurs à pied pour constituer le socle de l'armée des Alpes. Le 13e de Chambéry ou encore le 14e de Grenoble, pour ne citer qu'eux, en sont les fiers pionniers. Chacun de ces bataillons est renforcé d'une batterie d'artillerie de montagne et d'un détachement de sapeurs, formant ainsi un groupe alpin attaché à la défense d'une vallée. Une des premières missions de ces groupes sera d'apprivoiser ce nouvel espace et de rompre l'isolement naturel interdisant la manœuvre de vallée en vallée. Car oui, les troupes de montagne ont un rôle immense, souvent méconnu, dans le désenclavement des hautes vallées. Nous pouvons citer la construction de la Grande Route des Alpes sur plus de 30 ans. Routes, ponts et d'innombrables tunnels sont construits durant cette période par le génie des troupes de montagne.
Frédéric II disait « Ne vous fiez pas aux montagnes, partout où passe une chèvre, un soldat passera ». Et on y compte bien en France. L'élaboration d'une documentation technique de qualité se développe à travers des notices topographiques, des cartes et guides de secteur qui garnissent les bibliothèques des bataillons. Un autre problème se pose, l'hiver, et oui. En montagne, encore plus qu'ailleurs, les troupes avaient l'habitude de se cantonner au quartier d'hiver la mauvaise saison venue. Mais on souhaite manifester à ses voisins la volonté de garder la frontière en toutes circonstances. Et c'est ainsi que les troupes de montagne vont se faire les missionnaires du ski. Oui, vous ne rêvez pas. Le ski est certes connu depuis la préhistoire. C'est même loin d'être la première fois qu'il est utilisé dans le milieu militaire. Le roi scandinave Sverre possédait au XIIIe siècle un corps de skieurs par exemple, et on a de multiples exemples par la suite et même avant. Mais à la fin du XIXe siècle, sous l'impulsion de militaires convaincus de l'intérêt tactique de cet équipement, le ski fait son entrée dans les Alpes. En 1897 est rédigé le premier rapport sur l'utilisation militaire du ski par le lieutenant Widmann. Le capitaine Clerc va lui démontrer en 1902, dans un document devenu célèbre, l'évidente supériorité du ski sur la raquette. L'état-major décide alors la création de la première école de skieurs 2 ans plus tard, à Briançon. Les premiers manuels techniques et le premier atelier de fabrication suivent très vite. L'armée comprend tout l'intérêt qu'elle a à propager cette pratique. Henri Duhamel, président du club alpin français, écrit à propos de l'armée « Maintenant, c'est dans la population civile qu'elle cherche à répandre le ski, car cette diffusion constitue le seul moyen efficace de préparer les quelques milliers de skieurs professionnels qui seraient nécessaires à nos troupes de couverture dans une campagne d'hiver. Les recrues sont donc autorisées à rentrer chez elles avec leurs skis pour en promouvoir et en répandre l'usage, tandis que de nombreuses paires sont remis gratuitement aux instituteurs, cantonniers et autres gardes forestiers. Les premiers Jeux olympiques d'hiver sont d'ailleurs organisés en partie par les Alpins de Briançon en 1907. Le capitaine Clerc dira « Ce sera le meilleur moyen pour nos troupes alpines de recevoir des skieurs tout dressés, connaissant bien la montagne et capables, dès leur premier jour de service, d'être utilisés comme guides. » Aux côtés de ces chasseurs alpins sont constitués des régiments d'infanterie alpine, à mi-chemin entre les alpins et l'infanterie classique, jusque dans leur tenue, mixant les deux corps, et ils ont pour mission la défense des nombreuses fortifications qui sont construites pour barrer les vallées. C'est ainsi que la troupe de montagne se développe à la veille de la Première Guerre mondiale. Le véritable baptême du feu pour ces troupes va avoir lieu, comble du sort, bien souvent sur des théâtres ne correspondant pas du tout à leur spécificité. Ni les Pyrénées, ni les Alpes, grâce à une neutralité bienveillante de la part des Italiens, ne sont concernés à l'entrée en guerre. Cela permet à l'état-major d'engager l'armée des Alpes contre les Allemands sur le front du Nord-Est. Conscient de son entraînement supérieur, elle est employée comme troupe de choc, pour rompre les lignes adverses ou colmater les brèches. Les Alpins sont de tous les combats, en Lorraine et sur la Marne, sur la Somme et même sur le chemin des Dames. Certaines situations vont tout de même leur permettre de retrouver leur milieu de prédilection. En Italie déjà, en 1917, où les chasseurs contre-attaquent victorieusement les Autrichiens, qui s'étaient emparés du Monte Tomba. Ensuite, nous pouvons également citer la frontière grecque, où s'illustre le bataillon de Gap et les batteries alpines de Grenoble. Mais le véritable haut lieu des chasseurs demeurera les Vosges. Durant l'année 1915, les combats pour l'arête des Vosges comptent parmi les plus acharnés de toute la guerre. Dans ce combat d'artillerie, le contrôle des hauteurs pour l'observation est la clé de tout, et on se bat alors pour un ensemble de sommets anodins que l'on renommera le tombeau des chasseurs. On en revient alors encore et toujours au défi principal de ces troupes, contrôler les hauteurs. L'armée des Vosges, constituée de 2 divisions, les 47e et 66e, est massivement composée par les Alpins. Les Allemands,
impressionnés par leur valeur, les surnomment Schwarze Teufel, les diables noirs, francisés en diables bleus. À la fin du conflit, ils vont percer la ligne Hindenburg, dernier barrage que les Allemands ont dressé pour couvrir leur retraite. À moins d'une semaine de l'armistice, 5 bataillons alpins sont quasiment anéantis. Le bilan de leur premier conflit est effroyable. Plus de 40 000 Alpins y ont laissé la vie. Les pertes dépassent de 3 fois le nombre initial d'hommes d'un bataillon. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, de nouveaux défis vont se présenter. Loin de s'éloigner, des opérations d'envergure, comme l'occupation en Allemagne ou les campagnes du Rif au Maroc, les Alpins vont surtout se retrouver face à une nouvelle menace, l'Italie mussolinienne. Le principal instigateur de leur montée en puissance est le général Doss, commandant des Alpes du Nord. Les innovations vont prendre plusieurs visages. Déjà, la création de l'école militaire de haute montagne de Chamonix en 1932, permettant de former les cadres d'un point de vue tactique et technique, jusque-là appris sur le tas. Ensuite, il y a également la création des sections d'éclaireurs skieurs, les SES, dans les années 30. Ces sentinelles avancées de la défense du pays doivent devenir le fer de lance de l'armée des Alpes. Les SES attirent les meilleurs cadres, accumulent les exploits. La fierté d'y servir n'est pas une figure de style. Un adage dit d'ailleurs « En haut, il y a Dieu le Père, puis le lieutenant éclaireur avec sa section, puis la courbe de niveau des 3000, et puis plus rien. » La plupart de ces hommes, parmi les plus valeureux, se retrouveront plus tard dans les maquis pour combattre l'occupant et ses collaborateurs. Mais ça, nous allons y revenir. Il faut avant tout parler rapidement fortification, car comment les oublier ? Le 14 janvier 1930, André Maginot fait voter par le Parlement les crédits pour la construction de la ligne fortifiée qui porte son nom. Nous connaissons tous les ouvrages du Nord-Est, faisant face à l'Allemagne. Mais la ligne ne s'arrête en réalité pas dans les Alpes. Pour la seule frontière alpine, 72 ouvrages sont prévus. Mais la crise économique réduit les ambitions à 26 forts. Les ouvrages bétonnés sont de véritables sous-marins terrestres, d'où émerge seulement le minimum de structure pour le tir et l'observation. Canon de 75 modèle 31, mortier de 81 modèle 32, canon anti-char de 47, mitrailleuse Rebel jumelée. Le matériel ne manque pas pour garnir ces places fortes. 7 bataillons alpins de forteresse, les BAF, accompagnés de régiments d'artillerie et de génie, tiennent ces positions sous la bénédiction de Saint Bernard, le saint patron des alpinistes et des troupes de montagne. Partant de 13 000 hommes initialement, ces forces comptent pas moins de 42 000 soldats à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Nous commençons à avoir l'habitude de parler de 1940 sur la chaîne. Eben et Mal, Dunkerque, Anu. Mais ces désastres ne doivent pas occulter que le soldat français de 1940 a fait preuve de la même valeur que ses aînés de 1914, quand, bien sûr, il a été engagé dans des conditions tactiques adéquates. Au premier rang, les Alpins ont contribué aux seules réelles victoires militaires de ce sanglant printemps. Des confins de la Scandinavie au sommet des Alpes, en passant par les bords de Somme, les Alpins nous démontrent que leur réputation n'est nullement volée. Oui, vous avez bien entendu, la Scandinavie. Car avant de passer à l'assaut de la France, l'Allemagne nazie met la main sur le Danemark et la Norvège en avril, au nez et à la barbe des flottes alliées, sécurisant ainsi la route du riche minerai de fer suédois, indispensable à son industrie. Une part très importante de ce fer transite par le port de Narvik. Pour les Alliés, il est donc vital de couper cette route. Un corps franco-britannique est constitué, et c'est au général Antoine Bétoir, un Alpin, qu'échoit la difficile mission de conquérir Narvik avec l'appui de la Royal Navy aux confins du cercle polaire. Difficile, car en effet le port est niché au fond d'un fjord, solidement tenu par les pas moins redoutables Gerbidjäger allemands.
leurs chasseurs de montagne, qui bénéficient du soutien permanent de la Luftwaffe. Comble de la situation, la nuit est réduite à 2 heures. Il a dans les mains une flottille anglaise, et d'ailleurs notons que c'est la seule fois de l'histoire où nos voisins anglais nous ont laissé commander leur navire. Avec cela, il a également une troupe cosmopolite, composée d'une brigade polonaise, de Norvégiens, d'éléments de la Légion étrangère, d'Espagnols républicains, mais bien sûr, également de 3 brigades de chasseurs alpins de Grenoble. Ce sont ces derniers qui remplissent les missions les plus délicates et qui doivent dominer les hauteurs autour de la ville. Les Allemands sont chassés de Narvik le 28 mai. Mais la situation catastrophique en Belgique annule ce haut fait. Après le désastre de Dunkerque, le général Weygand parvient à rétablir une ligne de défense sur la Somme. Une grande partie des corps alpins sont rappelés pour tenter de barrer la route à la Wehrmacht, en combattant jusqu'à la limite de leurs forces. La 28e DIA de Savoie, retranchée en Picardie, subit le 7 et 8 juin le choc de forces allemandes 5 fois plus nombreuses. Le 27e BCA résiste et perd la moitié de ses effectifs en 2 jours. Le 7e BCA contre-attaque à Pinon pour couvrir la retraite des troupes. Le 25 juin, la 28e DI est réduite après 5 semaines de combats ininterrompus à 5000 hommes sur un effectif initial de 18 000. La 13e BCA, encerclée à Lyomé, charge les Allemands à la baïonnette. Bref, je pourrais continuer longtemps. Partout, les Alpins font leur devoir. Et dans les Alpes, non seulement ils se battent, mais en plus, ils mettent en échec les Italiens, qui à partir du 10 juin passent à l'assaut pour espérer récupérer facilement leur part du gâteau français. Mussolini ne doute pas un instant que les 600 000 hommes qu'il lance au combat ne puissent venir à bout de la petite armée des Alpes du général Orly, réduite à 195 000 hommes, dont seulement 95 000 combattants. Après quelques escarmouches, la véritable offensive se développe à partir du 20 juin vers Nice et le lendemain sur le reste du front. Hubei, Queyras, Briançon, Maurienne, Tarentaise. Ne nous trompons pas, l'immense supériorité numérique italienne n'est pas si décisive que l'on ne peut penser. Elle est contrebalancée par un enneigement encore considérable d'un hiver spectaculairement froid. De plus, le réseau fortifié français se révèle redoutablement efficace. Son artillerie, qui connaît par cœur son secteur, écrase l'ennemi dès qu'il est repéré, l'empêchant de tenter tout assaut coordonné. Le moral des troupes italiennes, engagées dans un conflit que la plupart réprouvent, est au plus bas. Cela ne les empêche pas de se battre avec courage, balayons cette idée reçue du mauvais soldat italien. Mais les sections d'élite françaises tiennent bec et ongle leur position face à ces hommes pas toujours assez bien équipés. Il est difficile de compter le nombre de citations à l'ordre obtenues au cours de ces opérations par l'armée française. Je voulais juste vous laisser cette histoire, incroyable, du capitaine Jean-Marie Bulle. Affecté à la section d'éclaireurs skieurs du 80e BAF, il repousse un assaut d'un bataillon italien le 21 juin, au terme d'un exploit digne de Captain America. Il descend en rappel du haut de la tête d'Enclave, à 2800 mètres d'altitude, sous les tirs italiens, et ainsi accroché, il tire lui-même au FM 24-29 sur les assaillants qu'il met en fuite. Sacrée histoire. En définitive, les assaillants ont perdu près de 6000 hommes, compte moins de 300 en face. Cet épisode de défense est relativement bien connu. Mais saviez-vous que la même armée des Alpes a également tenu en échec les Allemands ? Le 21 juin, un communiqué de l'état-major allemand demande au 16e corps motorisé de, je cite, « se porter en direction de Grenoble et Chambéry afin de couper la retraite sur la vallée du Rhône aux détachements français qui sont attaqués par l'armée italienne. » 2 Panzer-divisions, une division d'infanterie, une division de montagne et un groupement motorisé sous les ordres de, qui voilà, Hoppner, le même qu'à Anu, pense prendre le contrôle de la zone sans trop d'encombre avec ses 60 000 hommes.
Mais c'était sans compter sur l'état-major de l'armée des Alpes qui parvient à créer du néant une force improvisée qui s'appellera le groupement Cartier. Ce dernier doit barrer la route des Alpes entre Valence et le pont de Culloz. Ce groupement est constitué de tout ce que l'on peut trouver à droite et à gauche et n'a qu'un seul mot d'ordre, ne pas reculer. Les Allemands sont stoppés plusieurs jours durant, notamment devant les portes de Chambéry et devant Grenoble, où la bataille de Vorep va faire rage pendant 2 jours, coûtant plus de 2000 hommes à la 3e Panzer. Le 25 juin, l'armistice entre en vigueur. L'armée des Alpes a conservé absolument toutes ses positions. S'il y a bien une chose qui est sûre, c'est que l'armée des Alpes a choisi son camp. Dès le lendemain de l'armistice, on y entretient le culte de la revanche. Du matériel est caché dans les forts des Alpes que les Italiens n'occupent pas. En 1942, quand la zone libre est envahie et l'armée d'armistice dissoute, la majorité des cadres des Alpes partent dans le maquis pour y organiser la résistance militaire. Rien dans leur culture ou leur formation ne les prépare au combat clandestin, mais pas question de baisser les bras. Certains préfèrent rejoindre les FFL de De Gaulle, comme le colonel Noiret ou le colonel Duval. Mais la plupart apportent leur contribution au sein des 3 grands mouvements de résistance intérieure. L'armée secrète, l'organisation de résistance de l'armée et les francs-tireurs partisans français. Le capitaine Jean-Marie Bull, dont nous avons parlé juste avant, en fait partie. Robert Harron nous raconte dans son ouvrage « Histoire de la libération de la France » que le maquis est organisé en de véritables forteresses, qu'il peut foncer sur les troupes d'occupation, les maintenir dans un état permanent d'insécurité, les harceler, les retenir et les décimer. Les hommes de l'ancienne armée des Alpes servent de cadre pour les volontaires venus de tous les horizons. L'armement et le ravitaillement restent les 2 plus grands problèmes. Pour le premier point, on peut dire merci aux Britanniques, qui larguent des centaines de tonnes d'équipements via la RAF. Pour le second, les maquis peuvent compter sur le patriotisme des populations montagnardes et la difficulté de communication de l'occupant dans ces régions. Toutes ces raisons, le relief et l'encadrement supérieur de ces maquis, permis par les apports de cadres de l'armée, font de ces groupements les plus efficaces et importants de la résistance intérieure. Leur force va surtout se révéler au moment du débarquement en Provence, où ils vont paralyser l'action des Allemands et les contraindre à une retraite précipitée et sans gloire. La Haute-Savoie est d'ailleurs l'une des seules régions françaises à se libérer complètement grâce à ces FFI, certes aidés par le repli allemand plusieurs jours avant l'arrivée des forces alliées. Une fois la libération entamée et la première armée française en création, De Lattre de Tassigny va enrôler les maquis alpins dans les nouvelles divisions de montagne qui vont livrer les ultimes combats de la libération. Les Allemands tiennent solidement la crête alpine afin de sécuriser leur armée en Italie. On se bat alors dans le massif du Mont Blanc, sur l'aiguille du Midi, sur le Roc Noir et jusqu'à Aoste. Certaines troupes vont même pousser jusqu'à Turin sur les dernières heures de la guerre. Depuis ces temps de guerre mondiale, toutes les nations montagnardes ont conservé une spécificité au sein de leur armée. Alpini italien, première division de montagne allemande, corps armé de montagne suisse, brigade Aragon 1er espagnole, 27e brigade française. Bref, impossible aujourd'hui de ne pas reconnaître que des hommes spécialement entraînés pour ce milieu naturel si particulier sont nécessaires pour dompter les monts. En France, au retour d'Algérie, les troupes de montagne sont réduites à seulement 2 brigades et vont devoir s'adapter aux contraintes du combat moderne, sans perdre leur savoir. Des progrès sont effectués dans le domaine des équipements et de la formation, permettant de considérablement accroître la mobilité des troupes. Autre élément décisif, les menaces militaires s'éloignent des frontières alpines françaises. Mais les conflits plus récents dans les Balkans ou dans le Caucase le confirment. Les troupes alpines sont toujours essentielles et doivent être considérées comme une composante indispensable des forces terrestres. Durant l'hiver 1995, le 7e bataillon de chasseurs alpins est déployé autour du mont Igman, au sud-ouest de Sarajevo.
Leur présence est vitale pour les habitants de la capitale bosniaque, assiégée depuis 3 ans. Leur présence sécurise le seul corridor d'approvisionnement et de communication avec le monde extérieur. Ils seront également engagés au Liban ou même en Somalie. La professionnalisation de l'armée et le coût grandissant des équipements ont grandement contracté les effectifs. Mais la 27e brigade, forte de plus de 6000 hommes, reste la gardienne des savoir-faire relatifs au combat en montagne, tout en étant capable d'être engagée sur d'autres terrains difficiles hors de nos frontières. Je vous remercie de votre attention, j'espère que vous avez apprécié ce petit tour d'horizon des troupes de montagne, notamment avec un focus bien sûr sur les troupes françaises, et nous nous retrouvons très rapidement pour la suite de la série sur la Grèce antique et d'autres vidéos annexes comme celle-ci sur le XXe siècle. Sur ce, que l'histoire soit avec vous.